Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine. Je compte bien sûr sur vous pour son succès. Alors faites les petits gestes habituels, à commencer par le pouce en l'air et bien sûr les commentaires. Et puis surtout, abonnez-vous et dites à vos proches de le faire pour atteindre encore plus vite le million. Au programme de cette édition, retour sur la dernière humiliation du président français. Selon les révélations de la presse italienne, Emmanuel Macron tente d'influencer l'élection du nouveau pape avec un objectif, lutter contre la tradition et favoriser l'idéologie LGBT et immigrationniste. Nous reviendrons ensuite sur les malheurs de la Syrie. Depuis la chute de Bachar el-Assad et malgré les déclarations occidentales, le pays sombre dans la violence contre les minorités. Et puis pour terminer, un point sur cette guerre dont on parle si peu, la guerre au Yémen, un théâtre duquel les États-Unis n'ont pas décidé de se retirer, bien au contraire. Emmanuel Macron joue au faiseur de pape. Selon des journaux italiens, le président tenterait de s'ingérer dans les affaires du conclave. Élément d'explication avec Renaud de Bourleuf. Emmanuel Macron s'incruste jusque dans le conclave. Depuis mercredi, de nombreux journaux italiens évoquent les manœuvres du président français pour tenter d'influencer l'élection du prochain pape. Vous avez libéraux, Macron fait également irruption au conclave, et puis il tempo, conclave Macron déjeune avec les cardinaux français à la chasse aux voix pour Aveline. Le samedi 26 avril, après les funérailles du souverain pontife, Emmanuel Macron aurait réuni discrètement 4 cardinaux français électeurs à l'ambassade de France près le Saint-Siège. Il aurait alors échangé discrètement avec Monseigneur François Bustillo, évêque d'Ajaccio, Monseigneur Christophe Pierre, nonce apostolique aux États-Unis, Monseigneur Philippe Barbarin, archevêque émérite de Lyon, et l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline. Ce dernier est couramment cité parmi les papabiles, ce qui dans le jargon vaticaniste désigne les favoris du scrutin. Le journal, Il Giornale d'Italia, avance qu'Emmanuel Macron encouragerait l'élection de Jean-Marc Aveline, espérant le voir porter une idéologie immigrationniste pro-LGBT et favorable au dialogue interreligieux qu'il a dû apprendre à tenir depuis son arrivée à Marseille. Le lendemain de la mort du pape François, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot donnait son opinion sur une possible arrivée de Monseigneur Jean-Marc Aveline sur le trône de Pierre. Et je veux saluer, comme beaucoup l'ont fait ces derniers temps, ses qualités de dialogue, son engagement au service du dialogue interreligieux. Eh bien, Jean-Marc Aveline, c'est l'homme du dialogue interreligieux. Un profil sans doute plus compatible avec l'idéologie macroniste que le cardinal Robert Sarra, archevêque de Conakry en Guinée, ou Peter Erdo, archevêque de Budapest. Des rumeurs sur les réseaux sociaux, non confirmées à ce stade, vont très loin. Selon le prélat hongrois, Emmanuel Macron aurait appelé les cardinaux français à barrer la route du cardinal Sarra, qui est un sympathisant du courant traditionnel et conservateur, et surtout opposé à l'immigration débridée. Rappelons que le prélat guinéen met en garde l'Europe contre un remplacement de sa population, qui pourrait conduire, selon ses mots, à une Europe musulmane. Il appelle aussi les Africains à ne pas partir pour développer leur propre pays. Rien qui ne puisse effectivement séduire le président français. Toujours selon ses sources italiennes, Emmanuel Macron aurait également profité de son passage au Vatican pour dîner avec Andrea Riccardi, ancien ministre de Mario Monti, connu pour avoir fondé la Communauté de Sant'Egidio, une association de laïcs catholiques très influente dans la diplomatie vaticane pendant le pontificat de François. Notons que cette communauté compte un membre parmi les cardinaux papabiles, Monseigneur Matteo Zuppi, l'archevêque de Bologne fréquemment applaudi par les lobbies immigrationnistes et LGBT. Reste à savoir quel est le véritable enjeu de ces discrètes rencontres menées par Emmanuel Macron. Jean-Pierre Maugendre, président de l'association Renaissance catholique, revient sur cette rumeur concernant le président qui cherche à peser sur le conclave. Tout est possible. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, c'est parce qu'ils osent tout. Mais après, je trouve ça quand même un peu ébouriffant, quoi. Mais avec lui, tout est possible. Le personnage fait que tout est possible. De toute façon, ça n'aura, à mon sens, pas tellement de conséquences. Le seul qui est dans la course, c'est évident, c'est Monseigneur Aveline, le cardinal archevêque de Marseille. Mais il est désavantagé parce qu'il ne parle pas italien. Alors, les Italiens, ça ne va pas leur plaire. Emmanuel Macron, il ne pense qu'à une chose, c'est à lui, à faire le beau. Comme il est incapable de gérer ce pays, eh bien, il explique à Zelensky et Trump ce qu'ils doivent faire, et puis il essaye, je ne sais pas si ça s'est fait ou pas, d'influencer les cardinaux français pour leur dire pour qui voter, quoi. C'est la fuite en avant pour avoir l'illusion d'exister. Emmanuel Macron n'arrive pas à peser dans les résolutions des conflits ukrainiens et israélo-palestiniens. Il pourrait chercher à prendre sa revanche en devenant le faiseur de roi dans un scrutin qui concerne plus d'1,4 milliard de catholiques sur les 5 continents. À ce titre, un pape français, scénario inédit depuis le XVIe siècle, serait pour lui une satisfaction personnelle. Pour lui, si
ça pouvait être ça, il serait ravi. Mais je n'y crois pas, parce que les Français n'ont pas bonne réputation. Et puis il y a quelque chose, et Macron, il est tout à fait dans ce style-là. Je pense qu'une bonne partie de la planète, elle en a marre des Français qui font la morale à tout le monde, qui savent tout sur tout. Beaucoup de gens dans le monde, ils en ont marre des Français, et je pense un certain nombre de cardinaux, ils disent avec un Français, on repart vers des histoires, parce qu'ils font la morale à tout le monde, ils sont insupportables. A fortiori, la Curie pourrait voir d'un mauvais œil ces ingérences d'un responsable politique d'un pays qui pèse de moins en moins au sein de l'Église et qui s'apprête à voter la loi sur l'euthanasie. La Syrie, de nouveau plongée dans le chaos. Après de violentes attaques djihadistes contre la communauté druze, Israël est intervenu en bombardant plusieurs sites du pays jeudi. De quoi redonner une dimension internationale au conflit. Explication de Nicolas de Lamberterie. Après les Alaouites en mars, c'est au tour de la minorité druze de faire face à des vagues de violences meurtrières dans la Syrie dirigée par les islamistes, ceux-là même que les pays occidentaux ont soutenu depuis 2011 et le début de la guerre civile. Les Druzes, une petite nation arabe s'étant éloignée de l'islam à la fin du Xe siècle pour fonder son propre groupe religieux, sont environ 1 million, essentiellement répartis au Liban, en Israël et donc en Syrie. En Syrie, on les retrouve dans certaines banlieues de la capitale Damas, ainsi que dans le sud du pays, dans la région de Soueïda, où ils sont majoritaires. Depuis la chute du régime Assad et l'arrivée des islamistes encensés par les Occidentaux, les Druzes ont systématiquement refusé de livrer leurs armes au nouveau régime syrien, affirmant ne pas avoir confiance dans les nouvelles autorités de Damas, en particulier après les massacres commis dans les régions alaouites qui auraient fait plus d'1 millier de morts. On a toutefois peu entendu parler des Druzes depuis le nouveau régime, jusqu'à la fin d'avril 2025. Tout est parti d'un message audio injurieux envers le prophète, faussement attribué à un chef religieux druze de Jaramana, dans la banlieue de Damas. Très rapidement, des islamistes ont voulu s'en prendre à ce chef religieux, et des affrontements violents ont eu lieu entre milices islamistes du régime et milices druzes. Pendant ce temps, des appels au meurtre des étudiants druzes des universités de Damas ont contraint ces étudiants à fuir dans le sud du pays. Dans l'autre sens, des combattants de Soueïda sont montés à Damas pour défendre les leurs. Des échanges de tirs ont eu lieu sur la route reliant Damas à Soueïda, des islamistes voulant viser des Druzes, ce qui a fait de multiples victimes, y compris des Syriens musulmans pris accidentellement pour cible. Les affrontements de ces derniers jours auraient fait une centaine de morts, selon la presse. Tout comme lors des violences meurtrières commises contre les Alaouites, les nouvelles autorités syriennes et leurs milices semblent au moins partiellement impliquées dans ces événements, même si elles s'en défendent. Certains représentants de la communauté druze de Syrie ont clairement menacé le nouveau pouvoir de Damas de faire appel à leurs partenaires internationaux si les violences contre les Druzes ne cessent pas. Étant donné l'incapacité des Druzes du Liban d'agir, tout le monde a bien compris que le partenaire en question était Israël et la communauté druze d'Israël. L'État hébreu, qui a annexé de la Syrie le plateau du Golan en 1981, où vivent de nombreux Druzes, ainsi que de nouveaux territoires syriens en décembre 2024, veut se poser en défenseur de cette nation arabe, ce qui lui donne aussi le prétexte pour garder une influence sur les événements en Syrie, dans le cadre de la lutte d'influence que se livrent Israël et la Turquie. En guise d'avertissement, l'armée israélienne a lancé un raid aérien à proximité du palais présidentiel syrien et a déclaré être prête à intervenir pour empêcher l'entrée de forces militaires de Damas dans le sud de la Syrie. Des premiers signes d'apaisement semblent apparaître pour les Druzes de Damas, mais chacun redoute que de tels épisodes de violence puissent reprendre à tout moment. Au Yémen, Donald Trump poursuit la politique du pilonnage de Biden. Depuis 6 semaines, le président américain mène une intense campagne de frappe contre les Houthis. La méthode du marteau pour briser ce mouvement ennemi d'Israël a pourtant déjà échoué sous l'ère Biden. Le point d'Édouard Chano. 1000 cibles frappées en 6 semaines. Le 30 avril, le Pentagone a revendiqué avoir lourdement matraqué les Houthis au Yémen. Si certains croyaient Donald Trump isolationniste, ils se sont trompés. Comme sous Biden, les États-Unis pilonnent le mouvement Ansar Allah. Depuis l'attaque en mer Rouge du porte-avions USS Harry Truman, le 16 mars dernier, le président américain est en effet engagé dans une campagne militaire qui ne dit pas son nom, dont personne ne parle et dont l'issue est plus qu'incertaine pour Washington. Dans la nuit du 29 au 30 mai, les Britanniques se sont d'ailleurs joints à leur suzerain américain. La Royal Air Force, qui avait déjà participé aux attaques en 2024 sous Biden, a rapporté avoir bombardé dans une zone située à quelques 25 km de la capitale Sanaa
une usine de drones du type de ceux utilisés pour attaquer les navires dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. Les Houthis ont en retour accusé les Anglo-Américains d'avoir bombardé un centre de détention de Sanaa, tuant 68 personnes et faisant 47 blessés parmi des migrants africains, diffusant des images de victimes et de bâtiments détruits. Ils ont aussi tiré dans la nuit du 1er au 2 mai un missile balistique sur Israël, intercepté par Tsahal. Des dommages collatéraux qui ne devraient pas pousser les États-Unis à revoir la défense de leurs intérêts dans la zone. C'est ce que nous explique le journaliste Alexandre Aoun, contributeur de la revue Le Diplomate. Il s'agit pour les Londres et Washington de montrer son soutien indéfectible à l'État hébreu qui a été touché par certains missiles, certains drones Houthis, notamment à Eilat et proche de l'aéroport de Tel Aviv, et également diplomatique pour faire pression sur l'Iran, parce que Donald Trump l'a répété, en frappant les Houthis, c'est un message envoyé à Téhéran. Depuis décembre 2023, par solidarité avec les Palestiniens de Gaza face aux frappes américaines et israéliennes dans la région, les Houthis, maîtres du Yémen, soutenus par l'Iran, ciblent les navires qui transitent en mer Rouge, dans le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden. Un passage entre l'Asie et l'Europe vital pour l'économie occidentale, puisqu'ils voyaient transiter jusqu'à 12% du commerce mondial. Mais le conflit dans la zone a considérablement compliqué les trajets pour les armateurs. Dorénavant, les cargaisons passent par le cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, rallongeant les délais de 10 à 20 jours. L'instabilité est aussi dommageable pour l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, puisque la zone voit transiter 6 millions de barils par jour. Bien sûr, Riyad, leader du monde sunnite, a tenté de contenir l'essor des Houthis dans la région en cherchant à rétablir depuis 2015 le gouvernement yéménite chassé par les rebelles. Désormais, Mohammed Ben Salman, le prince héritier du royaume saoudien, essaie de masquer son échec et d'enclencher une désescalade après 10 années de guerre meurtrière et coûteuse. Alors bien que les tirs de missiles balistiques Houthis contre les navires de passage auraient chuté de 69% selon le CENTCOM, le commandement américain au Moyen-Orient, on s'interroge sur la capacité des frappes aériennes américaines à venir à bout d'Ansar Allah. Les frappes de l'US Air Force visent les capacités militaires et les dirigeants du mouvement, mais force est de constater que les Houthis, largement soutenus par la population yéménite si l'on en croit les manifestations monstres de soutien régulièrement organisées, font preuve d'une véritable résilience, comme l'explique Alexandre Aoun. Pour comprendre la résistance et la résilience des Houthis face aux innombrables raids de la coalition anglo-américaine, il faut revenir à la genèse du mouvement. Ce mouvement est né dans les années 80, populaire, montagnard, issu des régions nord du Yémen à la frontière saoudienne. Au cours de son histoire, il a été en guerre pendant plusieurs années contre le pouvoir central de Sanaa et contre une coalition de pays arabes dirigée par l'Arabie Saoudite depuis 2015. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont été contraints d'arrêter cette guerre faute de réussite sur le terrain. Il faut savoir que les Houthis font partie de cette stratégie iranienne d'axe de la résistance. L'armement, la logistique et le financement des Houthis provient majoritairement de Téhéran et également du Liban par le biais de certains instructeurs du Hezbollah. Aujourd'hui, cette aide a été diminuée compte tenu des négociations et compte tenu de l'affaiblissement de l'axe de la résistance, mais aujourd'hui, c'est un peu le dernier maillon de cet axe, de ce groupement de milices plus ou moins inféodé à Téhéran. Face à ces miliciens qui font renaître le cauchemar américain d'un enlisement au Moyen-Orient, Trump risque d'être rapidement à court de solutions. Compte tenu de l'échec de la stratégie des bombardements de la coalition anglo-américaine sur les infrastructures économiques et militaires des Houthis, plusieurs sources évoquent une probable intervention terrestre au Yémen. Cette intervention terrestre serait un aveu d'échec pour Washington et Londres et également pour l'administration Trump qui cherche à se désengager du Moyen-Orient. Cette intervention terrestre risque également d'entraîner la région vers une escalade militaire. Les Houthis vont pas se limiter à cibler les Anglais et les Américains dans la région, mais risquent également de cibler l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Car la situation est intrinsèquement liée à celle de Gaza, où la catastrophe humanitaire n'en finit plus. Le règlement du conflit yéménite se joue pas à Sanaa, mais il se joue à Gaza. Les Houthis l'ont répété depuis le début du conflit, nous cesserons nos opérations dès lors qu'il y aura un cessez-le-feu à Gaza. Un cessez-le-feu auquel Donald Trump n'aura pas su résoudre Benyamin Netanyahou. Et à présent, c'est le moment du rapide Tour de France. Marine Le Pen repart en campagne. Jeudi, lors du meeting du RN, qui a progressivement remplacé le défilé du 1er mai, la candidate a relancé sa course vers l'élection présidentielle de 2027.
Aux législatives de 2024, ils vous ont volé la victoire. Aujourd'hui, ils veulent vous voler celle de 2027. Mais ils n'y arriveront pas. De quoi faire taire les rumeurs qui envisageaient d'office un passage de témoin au président du mouvement, Jordan Bardella, pour 2027. Le mouvement fait néanmoins face à une équation complexe, se préparer à tous les coups, sans pour autant donner l'impression de mettre la candidature de Marine Le Pen sur la touche. Marion Maréchal a choisi la campagne natale de Jeanne d'Arc. Jeudi, le député européen a tenu le rassemblement de son parti d'Identité et Liberté à Domrémy, en Lorraine. Oui, en ce 1er mai, Domrémy est le lieu où nous devons être. Là, plus qu'ailleurs, souffle l'esprit de Jeanne, fille du peuple, héroïne de France, qui libéra une ville, réveilla une nation, fit un roi et mourut à 19 ans sur le bûcher. Pour qui croit en la France, Domrémy est un lieu qui élève l'âme. Un an plus tôt, Marion Maréchal s'était déjà rendue à Domrémy et a annoncé réfléchir à une pérennisation de cet hommage à Jeanne d'Arc. Elle renoue ainsi avec l'ancienne tradition du Front National qui organisait un défilé autour d'une statue de l'héroïne nationale à Paris. Une tradition délaissée aujourd'hui par le RN, quoique Marine Le Pen a profité du 1er mai pour rendre elle aussi hommage à la sainte patronne de la France. Pot pourri du 1er mai pour les syndicats. Pour le traditionnel défilé de la gauche, la CGT a revendiqué la participation de quelques 300 000 personnes, dont un tiers uniquement dans la capitale. La police a quant à elle évoqué 150 000 participants au niveau national et 35 000 à Paris. Une opération en demi-teinte, alors que la politique d'Emmanuel Macron réduit globalement les acquis pour les travailleurs, ce sont avant tout les questions sociétales et le conflit israélo-palestinien qui se sont imposés dans les cortèges. Le parti socialiste, observé comme une jambe gauche de la Macronie, n'a pas été bien accueilli. Plusieurs cadres ont dû être exfiltrés, tandis que le centre du mouvement a été pris à partie par les Black Blocs. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a condamné les violences. Guerre à la voiture, nouvel épisode. À partir de ce vendredi, sur le périphérique parisien, des amendes forfaitaires de 135 € seront imposées aux automobilistes qui utiliseront la voie réservée aux bus et au covoiturage. Cette voie est située sur la gauche et s'étend du quai d'Issy à la porte de Bercy dans les deux sens. Elle a été mise en place le 3 mars avec une phase pédagogique sans sanction jusqu'à ce vendredi. Les contrôles seront réalisés par vidéoverbalisation assistée par ordinateur avec vérification par un agent assermenté. Non seulement de nombreux usagers n'ont pas vu en 2 mois d'amélioration sur le trafic, mais ils pointent surtout l'absence de signalisation adéquate qui les fait parfois oublier cette nouvelle réglementation. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. Signalgate, nouvel épisode. Aux États-Unis, le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz a été congédié par Donald Trump et replacé à l'ONU avec titre d'ambassadeur. Mike Waltz avait par erreur ajouté le rédacteur en chef du magazine The Atlantic dans un groupe sur la messagerie Signal où des dirigeants américains échangeaient des infos classifiées sur les frappes de l'USS Force au Yémen. Il sera remplacé par Marco Rubio, déjà secrétaire d'État, qui cumulera donc les 2 postes, une fonction inédite depuis Henry Kissinger dans les années 70. Donald Trump a par ailleurs nommé une diplomate russophone comme chargée d'affaires en Ukraine, Julie Davis. Le président américain n'a toujours pas comblé l'absence d'un ambassadeur formel à Kiev, Bridget Brink, envoyé par Joe Biden, ayant quitté ses fonctions le mois dernier. Reporters sans frontières tremble pour le sort du journalisme mondialiste. Ce vendredi, l'ONG a publié un classement sur la liberté de la presse, attribuant les premières places à la Norvège, l'Estonie et les Pays-Bas, et les dernières places à la Corée du Nord, la Chine et l'Érythrée. Dans ce rapport, l'ONG Reporters sans frontières fustige en particulier la politique des États-Unis de Donald Trump, et plus particulièrement la fermeture de l'USAID qui a mis fin au financement de nombreux médias néoconservateurs. Notons que la France perd des points dans le classement. À la 25e place, notre pays perd 4 points. L'ONG met en doute l'indépendance réelle des rédactions en soulignant, je cite, qu'une part significative de la presse nationale est contrôlée par quelques grandes fortunes. À bon entendeur. Au Royaume-Uni, Réforme UK progresse et le gouvernement travailliste se prend une nouvelle veste. Jeudi, une élection législative partielle a eu lieu dans la circonscription de Runcorn et Helsby, entre Liverpool et Manchester. Le parti souverainiste mené par Nigel Farage remporte une nouvelle victoire. Sarah Paulson l'emporte face au candidat travailliste et devient le 5e député Réforme UK à la Chambre des communes. Une nouvelle progression du parti souverainiste qui ne cesse de monter après le déclin du parti conservateur dans le paysage britannique et l'échec du parti travailliste. Le gouvernement Starmer compte une défaite à son actif dans une circonscription pourtant favorable à son parti, moins d'1 an après son entrée aux manettes. McDonald's à la diète. Aux États-Unis, la chaîne de restauration rapide a vu ses ventes chuter de 3,6% au premier trimestre, sa pire baisse depuis la période de la crise sanitaire. La période de tension économique pousse donc les Américains à moins pousser la porte du clown Ronald. En effet, contrairement aux idées reçues, les menus proposés par la firme ne sont pas vraiment bon marché, en plus d'être trop riches et caloriques. La crise économique pourrait donc avoir exceptionnellement des bienfaits, en poussant les Américains à se refaire à manger eux-mêmes.
Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Au programme de votre soirée, un nouveau numéro de cette année-là sur le retour de l'insécurité sociale. Pour le samedi politique, je recevrai le spécialiste de la gestion de crise Hervé Carès pour observer la situation en Ukraine et les principaux blocages pour rétablir la paix. Dimanche, vous pourrez retrouver un documentaire sur la politique familiale de Viktor Orban en Hongrie. Et dans Terre de Mission, Jean-Pierre Mogendre et l'abbé Barthes présentent les défis du prochain pape. Et puis bien sûr, lundi, dès 7h, l'historien Emmanuel de Varesquiel démontera les mythes de la Révolution française. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Bonne fin de semaine et rendez-vous lundi. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.